de faire face aux enjeux actuels et à venir. Mais d'abord le droit, et je voudrais rendre hommage à une personne qui est dans cette salle aujourd'hui. Parce que je l'ai découvert, parce que j'ai découvert les forces de gauche un peu sur le tard, mais j'ai découvert que le droit n'était pas forcément quelque chose de très habituel dans les matrices idéologiques des gauches. Voire même que c'était quelque chose dont on se méfiait énormément, pour la simple et bonne raison que j'ai appris une expression il n'y a pas très longtemps, matérialisme dialectique. J'ai compris qu'effectivement, le droit, et j'en conviens d'ailleurs, est un outil qui est créé par l'organe de répression, l'État notamment, pour asseoir une répression. Et c'est vrai, il n'y a pas de difficulté à le penser. Mais ça n'est pas que ça. Et ça, c'est aussi un outil. Et l'outil, dans les luttes, on se rend compte de plus en plus que cet outil-là peut être retourné, que comme toute arme, elle peut être retournée contre l'oppresseur. Et je voudrais rendre hommage à une personne qui m'a beaucoup appris. Elle est là, elle s'appelle Geneviève Leguet. Et je voudrais d'abord qu'on l'applaudisse. Sur le plateau des Glières, à 10h30, avec d'autres résistantes et résistants. Et oui, Geneviève est une grande résistante. Alors moi, je l'ai rencontrée, quand j'ai entendu pour la première fois parler d'elle, elle n'était pas consciente, puisqu'elle avait subi une charge manifestement disproportionnée. La justice le dira, elle l'a dit il y a pas très longtemps. Ordonnée par un commissaire divisionnaire, le commissaire Rabassouchi, à Nice. Elle était en train de manifester. Elle avait un gilet jaune, mais vous voyez, la particularité de Geneviève, c'est qu'elle avait plein d'identités et qu'elle assumait toutes ses identités. Son gilet jaune, évidemment, au moment où il a fallu être à côté et avec les gilets jaunes, elle a endossé ce gilet et ses revendications. Mais elle était aussi porte-parole d'attaque. Et donc, les revendications contre le néolibéralisme autoritaire notamment, et contre toute la régression en matière de droits sociaux et économiques. Mais elle a également fait partie, sauf erreur de ma part, de la Ligue des droits de l'homme et de bien d'autres organisations et de toutes les revendications. Elle avait toutes les identités politiques. Et ce jour-là, elle est sur une place à Nice, et ce jour-là, on a le lendemain le président chinois qui est censé venir pour faire des accords économiques avec Emmanuel Macron. Il a rendez-vous avec Emmanuel Macron, et donc le préfet des Alpes-Maritimes interdit la manifestation organisée, une manifestation que tous savent particulièrement pacifique, parce que c'est toujours le cas à Nice. Il ne sont pas beaucoup de résistants à Nice, mais ils sont toujours là, et les policiers les connaissent. Et ils sont systématiquement là, en train de discuter et de montrer qu'il y a encore une résistance, même dans les lieux où elle est plus difficile. Et on a un commissaire qui va ordonner une charge. D'abord, il va ordonner cette charge à des gendarmes. Et les gendarmes vont s'opposer à cette charge parce qu'ils disent « mais c'est pas possible. C'est manifestement disproportionné, c'est un ordre illégal. » Et là, on voit que même aussi, surtout dans le corps de l'État, dans le corps de l'administration, dans la gendarmerie, dans la police, il y a des résistances. Et il faut travailler avec ces résistances. Et je pense bien évidemment à un autre résistant, à Marvel Mohamed, brigadier chef de police au dépôt du palais de justice, qui a dénoncé des actes de maltraitance et de racisme dans le palais de justice de police de Paris, et qui est dans le palais de justice de Paris, et qui a été harcelé, qui a subi des avertissements, des blâmes, et qui, jusqu'à ce qu'on reconnaisse sa qualité de lanceur d'alerte. Juste vous dire que, oui, il y a des résistances dans toute l'épaisseur de l'État et de l'administration, et ça, ce fut toujours le cas. Geneviève, pour revenir à elle, elle a été chargée et elle a failli en mourir, on peut le dire, et elle a eu des séquelles, et elle a encore beaucoup de séquelles, et elle est encore là.
Le jour où ces filles m'ont appelé, elles m'ont dit c'est impossible, on doit pouvoir obtenir justice. Et on a déposé plainte. Et ce jour-là, on a eu un procureur de la République de Nice qui a dit les policiers n'ont pas touché Geneviève. Et puis on a eu un maire de Nice, Christian Estrosi, qui a dit les policiers n'ont pas touché Geneviève. Et puis on a eu Éric Ciotti. Et puis on a eu Emmanuel Macron, lui-même, à Nice matin, qui a dit, et qui a, alors qu'elle était encore inconsciente, qui a suggéré à Geneviève Leguet de rester chez elle à son âge. Parce que les manifestations c'est dangereux et qu'il vaut mieux ne pas y aller à son âge. Et qu'il a rappelé une forme de sagesse. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, notamment grâce à Mediapart et à Pascal Pascariello, une incroyable journaliste qui a fait un travail justement au sein de ces résistances, qui s'est rendu compte que, avec le travail des avocats également qui sont intervenus, eh bien que le procureur de la République de Nice avait menti. Lui-même a reconnu dans les colonnes du Monde plus tard qu'il avait menti pour protéger Emmanuel Macron et évidemment la raison d'État. In fine, eh bien, on a eu une audience il n'y a pas très longtemps à Lyon parce que l'affaire a été dépaysée. C'est une des seules manières d'obtenir justice, puisque la justice, évidemment, est structurellement partielle s'agissant des violences policières. On a été dépaysé, et puis le commissaire Rabassouchi en qualité de donneur d'ordre. Et c'est ça la singularité, quelque chose d'inédit, qui montre qu'on avance, malgré l'avancée des forces réactionnaires, malgré les difficultés qu'on connaît, avec des femmes, comme des résistantes, comme Geneviève Leguet, puisqu'elle n'a jamais lâché le combat, elle a toujours été présente. Eh bien, on a réussi à faire condamner, elle a réussi à faire condamner le commissaire Rabassouchi pour avoir donné des ordres de violence manifestement disproportionnés. Juste pour vous dire que le droit et les résistances permettent des avancées fondamentales et qui vont permettre, notamment cette jurisprudence-là, va permettre à d'autres victimes de violences policières d'obtenir justice. Ça, c'est pour le droit. Sur vos questions, je vais finir avec, on ne devrait jamais finir avec les questions qui fâchent. Mais elles me fâchent personnellement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des dilemmes, comme nous avons tous et toutes des dilemmes. Ce ne sont pas des questions qui nous opposent uniquement. Ce sont des questions qui créent des fractures en nous-mêmes. Dans des moments de crise, tels que celui que nous vivons, il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres, évidemment. Et donc il faut arriver à penser ces moments de crise, de dilemme intérieur et de dilemme des forces politiques et sociaux, de manière générale. Comment est-ce qu'on arrive à penser ces moments? Comment, par exemple, avant même de parler de la manifestation du 12 novembre contre l'antisémitisme qui a fracturé le positionnement des gauches, certains ont dit qu'il ne fallait pas y aller, d'autres ont dit qu'il fallait y aller, absolument. Comment est-ce qu'on arrive à penser ces moments et comment est-ce qu'on doit prendre une position? C'est extrêmement compliqué, évidemment. Mais moi, je pense à une autre manifestation du 10 novembre 2019, sauf erreur de ma part. C'était la manifestation contre l'islamophobie. À un moment où les musulmans de France étaient visés, notamment par l'État. Après ce que nous avions vécu pendant l'état d'urgence, où des familles musulmanes avaient été spécifiquement visées, où il y avait une doctrine qui se développait au sein de l'État, qui consistait à créer une continuité entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme. Et évidemment avec ces chaînes dont Agnès parlait tout à l'heure, comme CNews, qui diffusaient des idéologies d'extrême droite et islamophobes et qui tapaient en permanence sur les musulmans. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une manifestation qui est organisée contre l'islamophobie? Après, je le rappelle, un attentat contre la mosquée de Bayonne. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? La même question s'est posée le 12 novembre dernier. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Comment on fait résonner nos différentes identités politiques, professionnelles, culturelles? Je crois que la seule manière de raisonner dans ces moments-là, c'est et pour ne pas nous diviser, pour ne pas diviser les forces, pour ne pas diviser la société qui a besoin de se resserrer.
je crois qu'il ne faut pas diviser nos principes. Et c'est peut-être une équation. Pour ne pas nous diviser, ne pas diviser nos principes. Articuler nos différents principes. La lutte contre le racisme, tous les racismes. Pas un racisme contre un autre. La lutte pour la vie et pour la protection de la vie, notamment sur les violences policières, notamment le 7 octobre. Ne pas oublier la protection pour la vie, la lutte pour l'égalité, pour l'indépendance, pour l'autodétermination des peuples également. Tous ces principes-là ne doivent pas s'opposer. C'est la seule manière que nous avons de ne pas nous diviser. Alors, quand il y a des moments comme la manifestation contre l'islamophobie, et que certains se posent la question de savoir si on y va, pourquoi? Parce qu'on nous dit, et que les forces médiatiques réactionnaires nous disent « Oui, mais il y a des islamistes !» On ne peut pas manifester à côté d'islamistes qui sont contre le féminisme, qui sont contre l'égalité, qui veulent imposer un régime religieux en France, avec ce fameux grand remplacement fictif qui crée une guerre des civilisations. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte le diktat? On accepte cet endoctrinement réactionnaire? Ou bien on se met à côté des musulmans? On va manifester avec eux, parce qu'on milite contre l'islamophobie, contre toutes les atteintes et l'essentialisation et la stigmatisation de nos frères et nos sœurs. Voilà ce qu'on fait. Et oui, on y va et on l'affirme même. Et même si on se prend des foudres derrière, et on s'en est pris les foudres, et bien c'est pareil pour le 12 novembre dernier. On a nos frères et nos sœurs de confession juive qui ressentent une douleur profonde, une peur, avec une augmentation de l'antisémitisme en France. Alors certes, il y a plein de raisons de ne pas y aller. Évidemment, ceux qui ont organisé la manifestation ont une arrière-pensée, une instrumentalisation politique de l'antisémitisme, éventuellement pour soutenir Israël. Bien sûr qu'ils ont cette arrière-pensée. Comme le 10 novembre 2019, certains avaient une arrière-pensée. Évidemment, on a ces arrière-pensées. Et puis on a aussi l'extrême droite qui vient. Comme il pouvait y avoir des islamistes avec qui on n'est pas forcément copains, le 10 novembre 2019. Mais c'est pas avec eux qu'on manifeste. C'est pour ceux qui sont visés par l'antisémitisme, et par le racisme, et par l'islamophobie. Et c'est à ce moment-là qu'on pense ensemble et qu'on ne divise pas la lutte contre les racismes et contre l'antisémitisme, comme on ne divise pas toutes les luttes. Bravo.